Et Madame Obono. Oui, j'appuie également ces amendements et le fait que ça met en lumière justement le caractère un peu superficiel malheureusement de ce projet de loi qui ne souhaite pas véritablement ancrer des principes forts à valeur constitutionnelle, notamment celui de non-régression ou de progression constante, comme l'a indiqué notre collègue Bateau. Je voulais réagir également aux propos du collègue Aubert, parce qu'on parle bien de la Constitution. Donc, un texte fondamental, en fait, qui s'impose à nous. Et sa nature même signifie que nous sommes tenus par la Constitution. Et donc, oui, ce que nous gravons là et ce que nous écrivons là doit s'imposer à ceux qui viendront après nous, ou alors, voilà, on remet en cause les principes constitutionnels, et là, on rentre dans un autre régime. Mais de fait, c'est bien de ça qu'il s'agit, et c'est pour ça que ça a cette importance que ce soit inscrit dans le texte de la loi fondamentale. Pour notre part, nous pensons qu'il faudrait revoir la Constitution et une constituante, mais c'est un symbole et c'est un signal plutôt, malheureusement, du fait que la majorité ou le gouvernement ou le président ne sont pas véritablement sérieux sur ce sujet-là, malheureusement, par le rejet de ces amendements. Monsieur le rapporteur, dans votre réponse à l'amendement de notre collègue, vous indiquiez qu'il fallait une phrase simple, que c'était trop compliqué qu'on ouvre le débat. Et d'une certaine manière, moi, ce que j'ai compris dans ce que vous disiez, peut-être que j'ai mal compris, voilà, c'est que si on amende trop, en fait, les gens ne vont plus s'y retrouver. D'abord, je voudrais rappeler pourquoi nous avons cette discussion. Parce que le président de la République a décidé d'ouvrir le débat. Donc, vous ne pouvez pas faire grief aux parlementaires que nous sommes de vouloir avoir ce débat jusqu'au bout, et que ce ne soit pas juste 3 mots, mais une vraie discussion sur ce sujet. Par ailleurs, je pense que, et d'autres exemples l'ont montré, les citoyens et citoyennes peuvent s'emparer de textes parfois très complexes, pour autant que l'enjeu soit clair et que la décision soit suivie des faits, la décision référendaire en l'occurrence. Je pense par exemple au référendum de 2005. Par rapport à ce que disait le ministre, moi j'ai entendu et j'ai compris, alors peut-être mal compris, comme la collègue Bateau, le propos que vous teniez en parlant de questions aléatoires, et je renouvelle ce qu'elle a dit. Je rappelle que la question n'est pas de vous traiter de climato-sceptique, mais de quand même rappeler que les débats climatiques ne se posent pas sur des éléments aléatoires, mais bien un consensus scientifique construit depuis plusieurs décennies maintenant, très très largement partagé. Alors il y a toujours des scientifiques qui peuvent le remettre en cause, mais il n'y a pas d'aléatoire dans les éléments qui sont portés. Par contre, ce qui est vrai, mais c'est vrai par ailleurs pour tous les principes d'ailleurs qui sont dans la Constitution, parce que ce sont des principes, ce sont des éléments subjectifs. La manière dont nous considérons par exemple la notion de liberté, la manière dont nous considérons par exemple les droits sociaux qui sont inscrits dans la Constitution, elle est aléatoire, entre guillemets, en fonction de la sensibilité politique que nous avons. Et y compris ça n'a pas empêché qu'il soit inscrit, parce qu'à un moment donné, c'est une question de rapport de force politique par ailleurs. Et donc, je ne crois pas que votre objection tienne à l'idée que ce que nous portons, ou ce que certains peuvent porter, mettrait en péril d'une certaine manière la solidité du socle constitutionnel. La question, c'est effectivement quel rapport de force vers une véritable transition écologique, ou vers simplement un effet de communication à visée électoraliste que nous craignons que soit l'intention aujourd'hui du président et de la majorité. Oui, il s'agit d'un amendement qui entend marquer les fondamentaux qui nous semblent indispensables si on veut véritablement s'engager dans la bataille écologique face au changement climatique, et qui ont manqué. Nous avions depuis 3 ans proposé un certain nombre d'amendements. Nous avons proposé une résolution également sur la question de la bifurcation écologique et solidaire. Et du coup, à l'occasion de ce débat constitutionnel, même si nous doutons effectivement de la
de la postérité de ce texte et de son impact, c'est l'occasion de revenir sur ce qui nous semble fondamental, à savoir la planification de cette bifurcation écologique, la nécessité d'adopter en vérité une grande loi cadre qui permette de mettre en cohérence les enjeux non seulement environnementaux, mais démocratiques et sociaux, également des transformations qui sont devant nous et que nous devrions engager. Il s'agit, rappelons-le, de faire évoluer en profondeur l'ensemble de nos modes de production, de consommation et d'échange pour faire face au changement climatique et s'y adapter, puisqu'il est d'ores et déjà commencé et irréversible. Il est absolument nécessaire de planifier ces changements, de les planifier d'abord en partant des réalités locales et en s'appuyant bien sûr sur l'implication citoyenne des associations, des premiers et premières concernés, également les acteurs que sont les acteurs économiques et sociaux que sont les agriculteurs et les agricultrices. Bref, il s'agit voilà, d'avoir une stratégie et une vision d'ampleur. Voilà le sens de cet amendement qui propose l'insertion du coup d'un nouveau titre dans la Constitution sur la planification écologique pour répondre à cette exigence. Oui, dans ce deuxième amendement sur l'article unique, nous souhaitons mettre en exergue l'importance d'une cohérence de notre stratégie de bifurcation écologique au niveau national et international. Nous souhaitons effectivement que tout traité de commerce ayant des incidences sociales et environnementales soit ratifié par référendum. Je le disais tout à l'heure, ce qui est la tâche civilisationnelle qui est devant nous, c'est le changement complet de paradigme, de fonctionnement de l'ensemble de notre système économique et notamment de ces règles d'échange. Or, les accords de libre-échange, justement, participent à face à quoi nous devons nous adapter, ce que nous devons fondamentalement changer. Outre l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre que cela provoque et que des accords tels que se négocient en ce moment sur le Mercosur provoqueraient, les groupes d'experts évoquent une hausse de 5% de la déforestation du fait de l'augmentation de la production bovine, sans parler de la déstabilisation des marchés agricoles déjà saturés. J'ai moi-même conduit avec un collègue de La République En Marche une mission d'information, un rapport d'information sur le sujet de cet impact des accords de libre-échange par rapport aux stratégies de développement durable au niveau européen. Et consensuellement, nous en avons conclu qu'il y avait une contradiction à poursuivre ce type d'accord, ce qui est particulièrement d'actualité en ce moment, puisque en juin 2020, le président de la République avait affirmé aux membres de la Convention citoyenne justement que l'accord UE-Mercosur était stoppé et qu'il avait stoppé net les négociations. Or, depuis, nous avons appris que des négociations continuaient en catimini, et donc ce qui va à l'encontre, encore une fois, des engagements du président de la République. Donc nous voulons le mettre en cohérence avec ses propres déclarations en inscrivant ce principe dans l'article unique de votre proposition de réforme constitutionnelle. C'était un amendement que nous tenions de déposer pour interpeller sur la nécessité de la protection des biens communs. C'est un enjeu qui est indispensable face à l'urgence climatique et écologique. Les biens communs correspondent à l'ensemble des ressources qui sont limitées et que l'on considère comme essentielles à la vie. Ceux-ci doivent être protégés, c'est-à-dire gérés collectivement et démocratiquement afin d'en user dans des conditions saines et durables. Ils doivent être sortis de la sphère marchande de notre point de vue et ces ressources n'ont pas vocation à générer des profits. Nous sommes particulièrement mobilisés depuis 3 ans sur la question de l'accès à l'eau, qui est un exemple particulièrement prégnant, avec la menace qui pèse sur cet accès à l'eau avec la pollution grandissante issue des rejets de l'industrie et de l'agriculture productiviste. Et de ce point de vue, nous considérons que son accès doit être garanti et ne devrait
en aucun cas faire l'objet d'un commerce. Il ne devrait pas être possible non plus de faire des bénéfices sur cet accès à l'eau. Son coût ne devrait pas dépasser le prix du fonctionnement et de l'infrastructure. Et nous rappelons que le décret de l'ONU de 28 juillet 2010 va dans ce sens, mais que le droit français n'est pour l'heure ni suffisamment effectif ni suffisamment ambitieux. Voilà pourquoi, comme pour le cas de l'eau, mais aussi l'air, le vivant, l'énergie, l'alimentation et la santé, il nous semble important d'inscrire cela dans la Constitution pour nous mettre en conformité et pour qu'ensuite notre droit soit en conformité. Madame Obono pour l'amendement numéro 46. Oui, merci. C'est un amendement qui se propose d'introduire ce principe de non-régression ou amélioration constante, mais également la règle verte dans cet article unique, puisque, tant qu'à faire, nous pensons qu'autant inscrire dans le marbre de la loi constitutionnelle un cap et une incitation et une stratégie positive. Il faut rompre, de notre point de vue, avec la règle d'ordre de l'austérité pour adopter la règle verte écologique qui résume l'exigence qui devrait être celle, je pense, à la fois de la communauté nationale, mais aussi au niveau international, de mettre un terme à la dette écologique et revoir l'ensemble de notre système économique. Je rappelle le principe de cette règle verte, c'est de ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus que ce qu'elle peut supporter. Le constat, et on l'a dit, le consensus scientifiques le disent année après année, mois après mois, une catastrophe écologique s'accélère et une politique véritablement concrète. Le garde des Sceaux parlait de passer de la parole aux actes, mais pour cela, il faut se donner un cadre et une ligne de conduite, et il nous semble que celle de la règle verte est fondamentale et permettrait en fait de guider, pour le coup, en positif, l'ensemble des politiques mises en œuvre par la suite.